Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger la partie G du DS3. On étudie dans cette partie la propagation le long d'une chaîne infinie de masse ressort. Alors ce qu'on va voir assez rapidement, c'est que en fait on va traiter une chaîne finie. Donc il y aura un nombre fini de masses. Et ce qu'on va montrer, c'est que bien que la chaîne soit finie, on va pouvoir démontrer des résultats qui seront valables même pour la chaîne infinie. Donc on est capable de déduire des résultats sur un système infini alors qu'on va étudier un système fini. Donc vous avez au tout début de cette partie un certain nombre d'indications, comme c'est une partie assez longue, en fait ça permet de s'y retrouver un petit peu, quoi, hein, de ne pas se perdre dans toutes les questions qu'on va vous poser. Alors on va démarrer tout de suite la mise en équation. Alors on va appliquer la méthode habituelle, hein. Je vais commencer par définir le référentiel, le système, et faire le bilan des forces. Donc le référentiel, je prends le terrestre, supposé galiléen. Le système, eh ben, je vais prendre une masse, la masse qui est ici. Voilà, ça c'est mon système. Donc là, je vais mettre masse petit n. Et le bilan des forces, eh ben, vous avez comme force, ouais, je vais mettre en jaune pour que ça se voit bien. Vous avez ce ressort à droite qui va exercer, disons, une force comme ceci. Allez, on va dire comme ceci. Et le ressort qui est de l'autre côté, qui va exercer une force, disons, dans l'autre sens. En fait, pour l'instant, j'en sais rien comment est la force. Hein, ça dépend si le ressort est étiré ou comprimé. En fait, au début de la mise en équation, je n'ai aucun moyen de le savoir. En fait, je pourrais répondre à cette question si la force du ressort est à droite ou à gauche, que quand j'ai fini l'exercice, quand j'ai résolu l'équation différentielle. Donc pour l'instant, bah, je la mets comme ça, un petit peu voilà, choisi au hasard. Et j'essaye de faire quelque chose qui est visuellement pas trop mal, hein, c'est-à-dire que la force, je la mets comme ça, et pas dans l'autre sens, parce que sinon ça encombre mon schéma, qui est moins lisible. Donc cette force en jaune, je vais l'appeler allez, F2, il faut bien lui donner un nom. Et l'autre force, je l'appelle F1. Voilà. Et bien sûr, vous avez le poids et la réaction du support. Il y a aussi, certainement, si vous réalisez le système, des frottements. Et tout ça, je néglige, hein, c'est marqué ici. Hein, on néglige les frottements et le poids. Du coup, comme on néglige le poids, il n'y a même pas besoin de support, hein, puisque s'il n'y a pas de poids, votre masse, elle ne tombe pas, elle reste sur place. Donc on va garder que les forces vraiment, vraiment intéressantes. Donc on va écrire l'expression de F1. Donc F1, je vous rappelle, c'est moins K. Alors attention, oui, ça c'était indiqué au début de l'énoncé, la raideur du ressort s'appelle grand K. Parce que petit k en fait est utilisé pour autre chose, donc il faut faire attention. L moins L0, U extérieur. Donc ça, c'est quand je connais bien mon cours, j'écris ce truc-là, et bon voilà, bon, a priori, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, si on regarde, L0 c'est A. Donc je mets petit a à la place. Et la longueur du ressort, c'est le ressort qui se trouve à gauche, c'est celui-là. Je monte là. Sa longueur, c'est xn moins xn moins 1. Donc je remplace directement. Après tout, moins 1, moins a, la longueur à vide. Et il me reste à déterminer U extérieur. Alors ensuite, donc U extérieur, alors comme c'est ce ressort-là, je me place à l'extrémité où est le système, hein. Le système, je vous rappelle que c'est la masse n. Tout ça, je l'ai écrit. Quand je suis à cette extrémité de ce ressort-là, le U extérieur, donc le vecteur unitaire qui est dirigé vers l'extérieur du ressort, donc c'est suivant x. Alors j'utilise les notations que vous utilisez en sciences industrielles, c'est-à-dire le vecteur unitaire, je le note comme ça,
habituellement aussi, vous rencontrez ces notations, U de X, E de X. Ça, c'est des notations qu'on rencontre également. Bon, j'utilise les notations des sciences industrielles. Après tout, c'est qu'une notation. Hein, vous pouvez très bien comprendre ça. J'écris F2, même chose. Mais cette fois-ci, pour le ressort qui se trouve à droite. Donc c'est moins K. Là, je vais un petit peu plus vite. La longueur du ressort, c'est xn plus 1 moins xn. Moins la longueur, la longueur à vide L0 qui est notée petit a dans l'énoncé. Et quand je suis à cette extrémité de ce ressort-là, celui de droite, le U extérieur, cette fois-ci, il est dans l'autre sens, donc c'est moins x. Si jamais vous avez un doute sur l'écriture de la force de rappel du ressort, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, voilà, vous isolez par la pensée ce ressort, et xn, vous l'augmentez, donc vous faites comme si les autres ressorts n'étaient pas là. Et le xn, vous l'augmentez vraiment beaucoup, c'est-à-dire que vous allez quasiment à l'infini. Donc vous êtes sûr que la force de rappel du ressort est dans le sens inverse de l'axe des x, hein, puisque c'est une force de rappel, le ressort, je vous rappelle. Et donc, forcément, on peut vérifier que ça marche, on a bien F1 qui est dans le sens opposé de l'axe des x. Hein. Vous pouvez, voilà, prenez quelques instants pour vérifier votre formule. Hein, c'est important parce que toute la suite en dépend. Voilà, une fois qu'on a écrit les forces qui s'exercent sur la masse, sur mon système, et ben on applique le PFD, donc la masse, attention c'est la masse Mn, l'accélération du système, donc la masse, donc je la note comme ça, c'est égal à F1 plus F2. Et je projette tout ça suivant l'axe des X. Alors cela donne, quand on projette, ça fait M. Alors ici j'enlève l'indice parce que toutes les masses sont identiques. Donc du coup on met M. Mais on pourrait très bien envisager une étude avec des masses qui sont différentes. Hein. On pourrait le faire. Bon là ici, pas dans cet exercice-là, mais on pourrait le faire. Donc c'est xn secondes. C'est égal. Donc je projette, alors quand je projette le vecteur unitaire, ça va donner 1. Et ici, ça va donner moins 1. Donc ça fait moins k xn moins 1 moins petit a. Et ici, bah du coup, avec le moins 1 et le moins là, ça donne plus k xn plus 1 moins xn moins 1. Quand vous composez et que vous pouvez faire ça très très rapidement. Hein. Moi je commente, donc ça prend un petit peu plus de temps, mais vous en épreuve, vous pouvez très 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 rapidement faire ça. Ça prend quelques minutes. Je réarrange un petit peu cette expression pour, je peux notamment rassembler les termes en xn qui apparaissent deux fois, et sauf erreur, le terme en petit a, il disparaît. Voilà, on arrive à ceci. Je vérifie quand même appliquer le PFD à la énième masse, donc on ne vous demande pas plus dans cette question. Je vais m'arrêter là, du coup. J'encadre le résultat. Alors, passons à la question suivante. Et on vous propose une solution, alors U de n, ce qui s'est défini un petit peu plus haut. U de n, c'est voilà, c'est défini ici. C'est en fait l'écart à la position d'équilibre de la masse. Hein. Si la masse est pas du tout, si la chaîne infinie est pas du tout perturbée, en fait, toutes les masses vont être séparées de la distance petit a, et chacune des masses va se retrouver à l'équilibre à la position n fois petit a. Dit autrement, c'est U de n égale 0. Hein, donc U de n, c'est l'écart à la position d'équilibre. Donc du coup, on va dans un... en fait, je vais continuer la question 2. Je vais la continuer ici, à la suite de la question 1. Et je vais réécrire cette équation différentielle avec U de n.
Donc ça donne ceci. Alors je vais remplacer xn plus 1, xn moins 1, donc ça va être assez facile. Et il y a juste à dériver xn secondes et l'exprimer en fonction de un secondes. Donc ça c'est assez facile puisque xn ça vaut n fois petit a plus u de n. Lorsque je dérive ceci, ça donne xn point égale la dérivée d'une constante, ça fait 0. Ça fait u de n point et xn seconde égale un seconde. Donc ça c'est facile. Donc ça, j'aurais besoin de cette équation. Et bien sûr, bon, je l'écris, je le détaille ici, mais je pourrais le faire. Bon non, je vais le faire directement. Donc finalement, ça donne quoi? Ça fait m u de n secondes, puisque je peux remplacer xn secondes. Ça vaut moins k. Là, je remplace xn plus 1. Ça fait n plus 1 petit a plus u de n plus 1. Moins 2 fois xn, donc ça fait moins 2na moins 2un. Donc j'ai tout de suite distribué le facteur 2 plus n-1 petit a plus u de n-1. Et ce que vous remarquez, c'est que tous les termes en a, ils se simplifient. En effet, ici j'ai na qui sort. Na qui sort ici, hein, quand je distribue le a dans la parenthèse, hein, lorsque je distribue le petit a dans cette parenthèse. Donc les termes en na ils se simplifient. Et ensuite j'ai un plus a qui sort et un moins a. En fait tout se simplifie. Donc tous les termes qui contiennent petit a disparaissent. Et finalement j'arrive au résultat qui m'intéresse, c'est-à-dire l'équation différentielle vérifiée par les u de n. Donc ça fait... je me rends compte que j'ai fait une petite erreur de signe. Enfin, j'ai fait une erreur de signe. Ici c'est un plus. Donc du coup, je corrige tout de suite. Donc c'est u de n plus 1 moins 2u de n plus u de n moins 1. Je vais encadrer le résultat et je vais pouvoir tester la solution qu'on me propose pour u de n. Et on va voir que c'est une onde qui se propage le long de la chaîne infinie. Voilà, donc j'ai ceci. On vous propose une solution qui est ici, dans l'énoncé. Donc je vais la dériver 2 fois et je vais réinjecter. Et puis on va voir que ça marche, hein, à condition qu'il y ait cette relation de vérifier. Donc voilà, on calcule dans un premier temps une seconde. Alors ça donne, on peut déjà dériver une première fois. Donc ça revient à dériver un cosinus. Alors comme je dérive par rapport au temps, il y a un moins oméga qui sort. Et comme la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc ça fait plus oméga à sinus k petit a petit n moins oméga t. Et je dérive une seconde fois. Donc il y a de nouveau un moins oméga qui sort. Et le sinus, la dérivée de sinus c'est cosinus, donc ça fait moins oméga carré à cosinus k a n moins oméga t. Donc on peut réinjecter dans l'équation différentielle. Donc ça donne m, donc qui a fait le moins qui est là, je le mets devant, à oméga carré cosinus kn moins oméga t, c'est égal à k fois, je remplace la solution proposée, donc mais cette fois-ci n c'est remplacé par n plus 1, donc ça donne ceci, à cosinus ka n plus 1 moins oméga t, et je fais la même chose pour u de n et u de n moins 1. Voilà, donc j'ai recopié, enfin j'ai complété l'équation. Ce que je remarque, c'est qu'il y a déjà le terme en a
amplitude qui se simplifie. Et on vous propose cette formule-là, donc ça tombe bien parce que quand on la regarde, on voit que c'est exactement ça qu'il faut utiliser. Donc je vais réécrire un petit peu l'équation. Donc c'est m moins m oméga carré cosinus. Donc cette réécriture, c'est pour faire apparaître cette forme-là, hein, pour pouvoir identifier u et petit v. Voilà, donc j'ai fait la réécriture et j'ai clairement mis en évidence petit u et petit v. Hein, ici on reconnaît, ça c'est petit u en vert et ici en rouge c'est petit v. Bon, on reconnaît que c'est exactement la forme qui est là. Et donc j'utilise l'équation qui est proposée. Heureusement parce que sinon les calculs sont assez pénibles. Hein, ça prend beaucoup de place et du temps. Et puis en supposant qu'on ne fait pas d'erreur de calcul, que tout va bien. Donc même si tout va bien, ça prend du temps. Donc ça fait moins 4 fois. Voilà, donc je commence à la réécriture. Donc c'est moins 4K. Sinus, donc c'est V sur 2. V, on avait dit que c'est K sur 2. Cosinus de U, donc c'est K à N. Moins oméga T. Et là, tout va bien, puisque je peux simplifier ces deux termes. Et finalement, j'ai le résultat qui était indiqué. Donc c'est le signe moins, il se simplifie. Donc ça fait oméga carré. Ça fait 4K sur M. Sinus carré de K sur 2. On vérifie que c'est bien ce qu'il fallait montrer. Donc, très bien. C'est exactement ça qu'on devait obtenir. Donc heureusement qu'il y avait cette formule trigonométrique qui était donnée parce que ça compliquait énormément les calculs. Alors je vais faire une petite parenthèse, je vais vous montrer que il y avait une autre façon de mener ce calcul qui est beaucoup plus efficace en utilisant la notation complexe. Donc ça c'était pas du tout demandé dans le jour du DS, hein, il fallait juste utiliser cette formule là, donc faire ça en fait. Hein. Mais je peux vous montrer dès maintenant qu'en utilisant la notation complexe, on trouve les résultats quasiment instantanément. Donc je vais faire ça sur une autre page. Je fais juste quelque chose. Voilà. Je vais faire ça sur une autre page. Voilà, en utilisant la notation complexe. Je rappelle que c'est non demandé, hein, ceci, hein, c'est juste pour vous montrer que ce calcul-là, il est assez simple quand on utilise cette notation-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer, je vais considérer non pas U de n, mais ce qu'on note, U de n bar. Donc c'est la grandeur complexe qui est associée à U de n. Et la seule chose qu'on demande, la chose à cette grandeur complexe, c'est que quand je prends sa partie réelle, je dois retrouver le U de n de t. Voilà, ça c'est le... Il faut absolument que ce truc-là soit vérifié. C'est vraiment la base de la notation complexe. Et là, ce qu'on va constater très rapidement, c'est qu'on va retrouver la relation qui était demandée. Donc je dérive une première fois cette grandeur complexe. Donc l'exponentielle complexe, je la manipule comme une exponentielle normale. Je fais un petit rappel, hein, exponentielle de x, c'est cosinus x plus i sinus x. Je fais un petit rappel. Ça c'est important. Et vous pouvez remarquer qu'en prenant ceci, je retrouve bien, en prenant la partie réelle, le u de n de t qui était proposé dans l'énoncé. Donc je dérive 2 fois u de n. Enfin, j'ai fait la dérivée seconde. Donc en fait, à chaque fois que je dérive, il y a moins i oméga qui sort. Et comme i carré, ça vaut moins 1, donc ça fait
de n secondes, ça fait moins oméga carré grand A exponentielle I kna moins oméga t. Je remplace. Donc ça donne ceci, donc ça fait moins m oméga carré A exponentielle I kna moins oméga t. Ça vaut k fois, et ben je recopie cette expression-là en remplaçant n par n plus 1, n et n moins 1. Donc ça donne ceci. Voilà, donc j'ai simplement réarrangé un petit peu l'expression. Hein. J'ai développé en fait le cas, je l'ai distribué dans la parenthèse, ici aussi. Et donc ça donne ceci. Et d'après les propriétés des exponentielles, hein, je vous rappelle que exponentielle a plus b, c'est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Ce qui fait que le terme qui est là, allez, je vais le barrer en jaune. Tout ça, ça disparaît. Je peux le mettre en facteur, hein, en fait, le exponentiel i kna moins oméga t. L'exponentielle est toujours négative, donc je peux diviser par ce terme-là. En fait, il disparaît, donc là, c'est une façon rapide de le présenter. Et donc, il me reste ceci. Et au passage, il y avait une simplification qu'on pouvait aussi faire, hein, c'est le a qui se simplifie. Voilà, ça donne ceci. Je finis le calcul. Je sais que exponentielle ik plus exponentielle moins ik, c'est 2 cosinus k. Donc ça donne cette équation. Le 2, en fait, je peux le mettre en facteur. Ça fait cosinus k moins 1. Donc, en fait, je pourrais m'arrêter là. Mais je sais que cosinus k moins 1, il y a une petite formule trigo qui existe. Alors, on a cosinus u moins 1, c'est égal à 2 sinus carré u sur 2. Moins 2 sinus carré u sur 2. Et on a le résultat demandé. Oméga carré, ça vaut moins 4k sinus carré de k sur 2. Oui, c'est ça. Donc, et c'est exactement le résultat qu'il fallait. Donc là, je m'arrête ici, hein, dans le calcul. Hein, c'est exactement le même résultat qu'on avait trouvé précédemment. Et donc, si vous regardez bien, il n'y a pas grand-chose, hein, dans ce calcul-là. Il y a dérivé 2 fois une exponentielle, donc c'est vraiment très facile. On réinjecte, donc là, par contre, il y a un petit peu de réécriture. Quand on a l'habitude, on n'a même pas besoin d'écrire cette ligne-là, là où j'ai mis un peu de couleur. Et puis on arrive quasiment instantanément au résultat. Voilà pour cette question-là. Normalement, j'ai répondu à la question 2. On peut passer à la question 3. On vous demande, donc, il y a des simulations qui ont été faites, hein, donc on prend 16 masses, et sachant que la première masse et la dernière masse sont fixes. Donc en fait, elles ne servent à rien d'une certaine façon, hein, puisqu'elles sont fixes, elles ne bougent pas. Et il y a, quand on fait la simulation, on se rend compte que le système il a 14 pulsations de résonance. On observe 14 résonances. C'est le graphe qui est ici. C'est-à-dire que vous avez votre système qui est au repos et en fait vous l'excitez, peu importe comment vous l'excitez. Hein, c'est un peu comme lorsque vous avez une cloche et que vous tapez dessus, et ben finalement, quel que soit l'endroit où vous tapez, vous avez à peu près le même son. Hein, peut-être que vous allez, en tapant à un certain endroit, vous allez plutôt privilégier les hautes fréquences ou plutôt privilégier les basses fréquences, mais la note que va produire la cloche est indépendante finalement de l'opérateur. Hein, il suffit de taper dessus, quoi. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Hein, lorsqu'on fait la simulation, on prend la 16 masses et on décide qu'une des masses, on va l'exciter légèrement avec une petite force sinusoïdale, hein, donc un opérateur qui viendrait en fait perturber le système, et on se rend compte que le système réagit très bien, enfin il se réagit d'une certaine façon à certaines pulsations,
Et ces pulsations, elles sont repérées donc justement par ces pics, hein, où vous avez tout d'un coup l'amplitude de vibration d'une des masses, je crois, hein, qui devient très importante. Donc on va relever tous ces oméga. Donc ça prend un petit peu de temps. Alors je vais faire un petit tableau pour mettre tous les résultats. Voilà, j'ai fait le relevé. Donc ce que j'ai fait simplement, c'est sur mon écran, j'ai mesuré 143,5 cm pour 20 radians par seconde. Donc la façon de le rédiger, on peut l'écrire comme ça. Donc on fait une règle de proportionnalité. Voilà, donc j'ai fait ce relevé là. Et puis après, je mesure pour chaque pic la longueur. Et puis avec une fameuse règle de proportionnalité, hein, donc on divise par 143,5, on multiplie par 20. Et on a toutes les valeurs. Donc le premier pic, on vous précise qu'il n'apparaît pas. Et ce que je trouve comme valeur, c'est 4,18 radians par seconde. Donc ce que je fais, c'est que je prends trois chiffres significatifs, vu que je mesure les longueurs au millimètre près, et que c'est à peu près de l'ordre de 10 cm. Donc je mesure à peu près avec trois chiffres significatifs les longueurs. Donc je garde trois chiffres significatifs. Voilà, j'ai recopié toutes les valeurs. Bon, c'est un petit peu long, hein, c'est vrai, à faire, mais bon, ça ne présente pas de difficultés particulières. On passe à la suite. Donc, sur cette page, il n'y avait que le graphique. Et maintenant, ce qu'on va faire, alors l'idée, on a repéré toutes les pulsations. L'idée maintenant, c'est de trouver la valeur de petit k. Je vous montre le petit k, c'est celui qui intervient ici. C'est trouver la valeur de k qui correspond au oméga qu'on a mesuré. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra mesurer la célérité des ondes, et en particulier mesurer la célérité des ondes et surtout vérifier cette relation. Puisque oméga et k ne peuvent pas varier, le petit k ne peuvent pas varier comme ils veulent l'un par rapport à l'autre. Donc c'est l'objet de la question 4. Donc dans cette question, on refait toute la démonstration sur les ondes stationnaires, sauf qu'au lieu d'avoir un milieu continu, hein, comme la corde de Mel par exemple, on a le signal qu'on ne connaît qu'à certaines valeurs de petit n, où n est un entier. N variant de 0 jusqu'à 15 pour les 16 masses que l'on étudie. Alors, question petit a, on vous donne la forme du signal, hein, qui correspond à une onde incidente et une onde réfléchie, hein, puisque on le voit ici. Le fait que ici on a un plus et là on a un moins. Il y a une phase de l'onde incidente par rapport à l'onde réfléchie, et il y a aussi, a priori, une amplitude différente pour les deux ondes. Donc pour la première onde, je mets grand A. Pour l'autre onde, qui se déplace dans l'autre sens, je la note petit r fois grand A. Et justement, l'objectif, c'est de déterminer oméga prime, k prime, phi prime et petit r. Donc, on va déjà écrire la première condition. Question petit a. Donc, question petit a. Le signal pour n égale 0. À tout instant, il est nul. Parce que la première masse, indicée 0, elle ne bouge pas. On remplace, ça donne A cosinus. Ici, ce terme n'apparaît pas, puisque n vaut 0, plus RA cosinus. Ici, même chose, et il me reste juste oméga prime fois t plus phi prime. Et ça à tout instant. Et ce n'est possible que si oméga prime égale oméga,
que si R vaut moins 1 et phi' vaut 0. Donc une solution possible est... Voilà, donc j'écris la solution. Il y avait une autre solution possible. C'est oméga prime égale oméga, ça ne change pas. Mais j'aurais pu prendre R égale plus 1 et phi' égale pi. Donc ça c'est une autre solution. Moi ce qui m'intéresse, je vais en prendre qu'une seule, hein, et je vais prendre la première. Comme ça phi' vaut 0, et du coup le terme dans le cosinus il est un petit peu plus facile à écrire. Mais cette solution elle est tout aussi valable, hein, bien entendu. Petit b, une fois qu'on sait ça, on peut réécrire le signal. Hein, en effet. Donc le signal, cette fois-ci, de n et de t. Si j'utilise le résultat de la question précédente, ça fait A, je peux mettre un facteur, cosinus, que je dise pas de bêtises, donc kn plus oméga t moins cosinus k'. Ah, j'ai pas complètement répondu à la question petit a. Du coup, je reviens un petit peu en arrière. Donc je reprends à ce niveau-là. Ce qui manque, c'est k'. Je ne me suis pas encore occupé de k'. Donc ce qu'on va écrire, c'est comme le milieu de propagation est le même pour l'onde incidente et réfléchie. Voilà, donc on a la célérité qui vaut oméga sur k, mais qui vaut aussi oméga prime sur k'. Mais on a vu juste au-dessus que oméga prime, c'était oméga. Et donc j'en déduis que k', c'est égal à k. Donc ça c'est le petit résultat qui manquait. Et je vais pouvoir cette fois-ci écrire, faire la question petit b entièrement. Donc voilà, donc cette fois-ci on peut réécrire le signal en remplaçant oméga prime par oméga, r par moins 1, phi' par 0 et k' par k, ça donne ceci. Et on utilise maintenant une formule trigonométrique. Tiens, je vais l'écrire en vert. Donc la formule trigonométrique que je vais utiliser, c'est cosinus A moins cosinus B, c'est égal à 2 sinus. Je crois qu'elle a été fournie. Oh, bah, elle a été fournie. Donc le moins, en fait, je vais le mettre dans le deuxième sinus. Donc 2 sinus A plus B sur 2. Sinus B moins A sur 2. Donc la formule était fournie. Alors attention, ce genre de formules-là, normalement, ne sont pas fournies. Hein, vous devez les connaître. Donc ça donne signal égal, qui dépend de n et de t. Donc de n et de t, j'essaie d'écrire quand même correctement. Donc ça fait 2a sinus. Là on fait la somme. Alors quand on fait la somme et qu'on divise par 2, on a tout de suite une simplification. Ici ça va donner oméga t. Bon, je vais détailler. Donc on a ceci. Alors on voit tout de suite la simplification là et là. Et lorsque je distribue le signe moins dans la parenthèse, il y a l'oméga t qui s'en va. Et donc ça donne le résultat suivant, le signal de n et de t. Alors ici, il va apparaître un moins kn, enfin 2 fois, et quand je divise par 2, le facteur 2 se simplifie. Donc ça fait moins 2a sinus oméga t sinus kn. Donc le moins qui était là, je l'ai sorti. On encadre le résultat et on peut passer à la suite. Alors, question petit b. Alors, question petit c.
Maintenant, on va écrire l'autre condition limite, hein, le fait qu'à la 16e masse, on a une masse qui est immobile, donc le signal s'annule pour cette masse-là. Alors, il faut faire attention, comme on commence à compter à partir de 0, la 16e masse, l'entier qui la caractérise, petit n, c'est 15. Donc ça faut faire attention. C'est pas 16, c'est 15. Je vais prendre une nouvelle page. Donc pour la question petit c, donc le signal s'annule pour la 16e masse. Alors pour la 16e masse, n égale à 15, car on commence à compter à partir de 0. À partir de 0. Et ça donne, quand on l'écrit, ça fait signal, cette fois-ci n égale à 15 du temps, donc ça vaut 0. Mais ça vaut aussi moins 2a sinus oméga t, sinus k fois 15. Et ceci n'est possible que si c'est ce sinus qui s'annule. Donc ça doit être égal à 0. Pourquoi? Parce que ce sinus-là, a priori, il est quasiment tout le temps différent de 0. Donc quasiment tout le temps non nul. De temps en temps, le sinus s'annule, hein, régulièrement, quasiment tout le temps non nul. Donc finalement, j'ai mon résultat. J'ai presque mon résultat, pardon. C'est égal à 0. Et un sinus s'annule à condition que ce qui est à l'intérieur, ce soit égal à 0 modulo pi. Donc ça, c'est équivalent à dire, alors je mets toujours des implications, mais là ici, je pourrais mettre une équivalence, c'est Ka fois 15, c'est égal à, allez, je vais noter P pi, où P est un entier non nul, parce que si je prends P égale 0, ça veut dire que K vaut 0, donc pas de signal, donc c'est une solution triviale qui ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que j'ai exclu P égale à 0 de la solution. Donc finalement, j'ai mon résultat. K ne peut prendre que certaines valeurs, et ces valeurs que j'indice avec petit p, c'est P pi sur 15 petit a. J'encadre le résultat. Voilà, j'ai rédigé un petit peu. Donc j'ai les différentes valeurs de K possibles, et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais calculer les 14 premières valeurs de K, et puis placer ça sur le graphe qui correspond à ce tracé-là, et vérifier que ça marche bien. Donc j'en suis donc ici. Voilà, donc j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai fait un tableau, j'ai recopié toutes les valeurs relevées pour les pulsations de résonance. J'ai rappelé la formule obtenue à la question précédente. J'ai remplacé l'entier P par I, donc ça ne change pas grand chose, hein. C'est juste un petit changement de notation. Et je vais calculer la valeur des KI pour I qui varie ici de 1, on ne peut pas, puisqu'on n'a pas, on pourrait le calculer, mais ça n'aurait pas grand intérêt. Pour I qui démarre à 2 jusqu'à 14. Donc on va obtenir les valeurs suivantes. Voilà, j'ai calculé toutes les valeurs. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre chaque doublé et le placer sur cette courbe-là. Donc cette courbe-là, ce n'est rien d'autre que voilà, l'équation qui est là.
c'est celle que doit vérifier oméga et petit k pour que la solution U de n, c'est au tout début hein, de cette partie, soit vérifiée. Donc je vais placer le premier point, 4,18 et 4,19. Donc je vais... alors là, pour ça, il faut... Ouais, il faudra que je prenne une règle pour placer correctement le point. Mais normalement, vous voyez, si je prends oméga égale 4,18, k égale 4,19, je devrais placer un point qui va se trouver à peu près par là. Et normalement, ce point, il doit être sur la courbe. Hein, si tout ce qu'on fait est bien cohérent. Voilà, j'ai placé le premier point. Donc c'est ici, il faut quand même le préciser, c'est K en radians par mètre. Et ici, on va placer oméga en radians par seconde. Donc j'ai pris, je rappelle que les valeurs que j'ai prises, c'est oméga égale 4,18, K égale 4,19. Donc là, c'est 4,19, 4,18. Et quand on place le point, il est sur la courbe. Et je vais faire ça pour tous les autres points. Donc ça prend un petit peu de temps, mais normalement, tous les autres points ils devraient également être sur la courbe. Donc les petites encoches que vous voyez là, j'ai déjà tout préparé. Allez, je vais placer le deuxième point. Si je prends ici, bon, ça va être pas mal. Ouais, ça marche aussi bien. Donc le deuxième point, il est bien placé, il est là. Et ainsi de suite. Voilà, j'ai placé quasiment tous les points. Il n'y a plus qu'à les matérialiser comme ceci. Alors on voit ici, là ça marche vraiment très bien. Là aussi, là aussi, là on est un petit peu en dessous. Voilà, on est légèrement en dessous de la courbe là ici. Voilà, c'est quand on s'approche de ces points-là, on est un petit peu en dessous de la courbe, mais franchement c'est vraiment bien, hein, ça marche quand même bien. Donc ce qu'on remarque finalement, c'est qu'en travaillant avec une chaîne de longueur finie avec que 16 masses, en fait on a accès qu'à 14 points. Bon ici en fait il manque un point, mais on a accès qu'à un nombre fini de points de la courbe. Hein, donc si j'avais fait l'étude, non pas avec 16 masses, mais avec 100 masses, eh ben, j'aurais eu beaucoup plus de points qui se seraient aussi alignés, sur la courbe. Hein, donc finalement, l'étude avec une chaîne de longueur finie, ça permet quand même d'avoir des renseignements sur la chaîne infinie. Hein, si on prend une chaîne infinie, en fait, on a tous les points, mais on n'a pas toute la courbe quand même. On peut pas. Il y a quand même en ne travaillant qu'avec une chaîne finie, évidemment, ce n'est quand même pas entre guillemets aussi bien qu'une chaîne infinie. Bon, en tout cas, on voit que ça marche bien. Voilà, on dézoome un petit peu. Bon, on peut passer à la suite et je crois que on vous demande de refaire la même chose, mais cette fois-ci avec 11 masses. Donc on fait exactement la même étude. Donc je vais faire préparer le tableau et je vais relever toutes les valeurs sur le graphe. Où est-il? Voilà. Ici, je vais relever toutes les valeurs de pulsation. Je vais également calculer toutes les valeurs pour les KI et placer les points sur la courbe. Je vais préparer le tableau. La formule que je vais utiliser pour les KI, c'est celle-ci, c'est KI égale I fois pi. Alors tout à l'heure on avait 16 masses, donc on avait 15 A. Cette fois-ci on a 11 masses, donc on aura 10 fois petit a. Donc on va utiliser cette formule pour calculer tous les KI et les oméga I, on va les relever sur la courbe qui est ici. Voilà, donc j'ai relevé tous les oméga I, j'ai calculé tous les KI avec cette formule là, et donc j'ai précisé l'unité, radian par mètre.
Ouais, maintenant qu'on a calculé toutes ces grandeurs, ben, on peut les placer sur le graphe qui se trouve à la page suivante. Donc c'est le même que tout à l'heure, hein, avec oméga en radians par seconde en ordonnée et K en radians par mètre en abscisse. Et donc on va placer tous les points. Donc j'ai déjà toutes les encoches que vous voyez, c'est les différents points. Donc j'ai déjà tout préparé et on va vérifier comme tout à l'heure que ça marche bien. C'est-à-dire que si je prends le premier point, il va bien être sur la courbe. Donc les K on les a calculés, les oméga on les a relevés et on voit que ça marche bien. Que le point en question il est exactement sur la courbe. Et on peut faire ça avec tous les autres points et on va constater que ça marche bien. J'ai placé tous les points et on constate que ça marche bien. Les points sont bien sur la courbe. Donc des fois ça dévie un petit peu, mais c'est un peu normal, puisque quand on fait le relevé, on est un petit peu imprécis, et quand on place les points, on est également un petit peu imprécis, ce qui fait qu'on est peut-être légèrement à côté de la courbe, mais en fait tout va bien. D'accord. Donc voilà pour cette première partie. On peut faire un petit bilan de ce qu'on a fait. Voilà, donc je reprends ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc bon, ça le début de la partie. On a mis en équation, on a trouvé l'équation différentielle. On a vérifié que, enfin, on vous proposait des solutions qui ne sont valables que si oméga et petit k sont reliés par la relation qui est ci-dessous. Vous avez la démonstration. On vous a également proposé, alors bon, ce n'était pas demandé, le même calcul avec la notation complexe. Je rappelle, ce n'était pas demandé. Ensuite, on vérifie que nos calculs théoriques, que la solution, ben, ça marche bien avec des simulations qu'on peut faire. Donc on relève, donc les simulations vous donnent cette courbe-là, qui vous donne l'amplitude de vibration d'une des masses lorsqu'il y en a 16. On relève toutes les pulsations. On fait une petite étude théorique. Comme les deux extrémités sont fixées, on se rend compte que le petit k ne peut pas prendre toutes les valeurs. C'est le même genre de raisonnement que pour la corde de Meld. Du coup, on peut calculer toutes les valeurs de k qui correspondent aux valeurs d'oméga qu'on a relevées. On les place sur la courbe et on vérifie que c'est cohérent avec le calcul pour la chaîne infinie. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que on est capable d'étudier une chaîne infinie, donc un système qui est de dimension infinie, avec un système de dimension finie, qui n'était constitué que de 16 masses. On vous redemande de faire la même étude avec 11 masses, hein, donc du coup il y a un peu moins de pics. On calcule les oméga i, les ki, on trace les points sur la courbe, et là aussi, on voit que ça colle bien. La seule différence entre la chaîne infinie et la chaîne finie, c'est que quand on étudie la chaîne de taille finie, et bien évidemment on n'a accès qu'à certains points de cette courbe-là. Évidemment. Donc donc plus le système que l'on étudie va être composé de beaucoup de masse, donc plus il est entre guillemets infini, et mieux plus on va placer de points sur cette courbe théorique qui est tracée en bleu. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vais continuer la correction dans une seconde vidéo, voire une troisième vidéo.